Merci d'être au rendez-vous de l'économie sur Alt24 News et bienvenue au Pro de l'écho. Lundi dernier, après les marchés asiatiques, c'était au tour de Wall Street et les bourses européennes d'afficher d'importants reculs en raison d'une dégradation de l'économie aux États-Unis qui fait une nouvelle fois craindre une récession. Les investisseurs restent suspendus au rapport de la Fed et prévoient une baisse des taux. Dans ce climat de chaos général qui règne sur les places financières mondiales, l'économie a besoin de plus en plus de certitudes entre un risque d'escalade géopolitique ou militaire imminente au Moyen-Orient et une reprise plutôt hésitante en Chine et des élections américaines au scénario hitchcockien. Les salles de marché, tout comme les courbes, commencent à envisager l'éventualité d'une nouvelle tempête sur le plan macroéconomique en attendant que le marché en attendant seul le marché de l'énergie semble ne pas céder à l'appel des sirènes de la volatilité avec un baril de Brent qui fait du surplace. Nouvelle zone de turbulence pour l'économie mondiale ou évolution systémique d'un modèle à bout de souffle. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Deux experts économiques m'accompagnent ce soir pour tenter justement de dénouer cette nouvelle problématique qui s'oppose à l'économie mondiale. À commencer par vous, Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Idil Sassi, vous êtes expert international en économie mais également en finance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, pour planter le décor de ce débat, je vous propose de suivre ce sujet préparé par la rédaction des Pros de l'écho. Un lundi noir vécu par certaines des places financières les plus importantes au monde, encore un. Les bourses ont dévissé cette semaine car certains indicateurs de l'économie américaine, dont un mauvais rapport sur l'emploi, laissent craindre un ralentissement, voire un nouveau cycle de récession. Ajoutez à cela une exacerbation des crispations géopolitiques au Moyen-Orient et un effet domino sur les comportements des investisseurs en panique. Et vous avez à l'arrivée le plus dangereux des cocktails dans une salle des marchés. La bourse du Japon, le Nikkei 225, a vu rouge cette semaine avec une baisse historique de 2,4%, la plus grave depuis 1987. Dans la foulée, d'autres indices boursiers en Europe et aux États-Unis lui ont emboîté le pas. Paris, Francfort, Séoul ou encore Londres, derrière leurs écrans, les traders paniquent. Bref, une conjonction d'événements inédits qui a poussé les experts à se poser de nombreuses questions sur la position que prendra la Réserve fédérale américaine, vers qui tous les yeux sont désormais rivés. Les responsables de la Banque centrale américaine ont réfuté lundi l'idée selon laquelle des données sur l'emploi plus faibles que prévues en juillet signifieraient que l'économie est en chute libre vers la récession. Le taux de chômage reste bas par rapport aux normes historiques. La croissance de l'emploi est à peu près au même rythme que celle des nouveaux entrants sur le marché du travail. Alors, qu'est-ce qui nous inquiète ? Eh bien, le problème est que nous n'allons pas simplement nous retrouver dans une situation relativement bonne et équilibrée, mais que la situation va continuer à se détériorer et que le ralentissement va se transformer en faiblesse. 48 heures après ce nouveau mini-crash boursier, le calme est de retour dans l'ensemble des places boursières du monde qui terminent dans le vert, mais d'aucuns s'interrogent sur la capacité de résilience d'un système soumis à toutes sortes d'événements hostiles. Au terme d'une réunion de 2 jours, la Banque centrale japonaise a relevé ce mercredi son taux directeur à 0,25%. Elle dit s'attendre à un maintien de l'inflation autour de 2%, son objectif dans les années à venir. Elle signale ainsi que les conditions sont réunies pour mettre fin progressivement à une décennie de mesures de relance monétaire massive. C'était donc une mise en bouche avant le débat que l'on va entamer directement avec vous, Nazim Sini. Question simple, pourquoi les bourses ont-elles dévissé cette semaine ?
Écoutez, les causes sont multifactorielles et on va essayer de les énumérer une à une, même si on sait que les marchés financiers, vous savez, réagissent souvent par des mécanismes psychologiques. En fait, il y a eu un mouvement de panique qui a été pris autour des marchés financiers, notamment des incertitudes sur l'économie américaine. Vous savez qu'aujourd'hui, l'économie américaine pèse pour pratiquement 10% de l'économie mondiale, si ce n'est un peu plus, et on a des signaux d'alerte, notamment sur les créations d'emplois qui sont en train de baisser, sur une croissance qui est assez atone aux États-Unis, et l'ensemble des marchés financiers sont suspendus justement aux décisions de la Fed qui doivent intervenir à la rentrée de septembre pour savoir dans quelle mesure ils vont baisser les taux directeurs. Et aussi, il y a eu un mouvement de vente massive d'actions, notamment d'un grand monsieur qui est Warren Buffett, voilà, qui s'est délesté de pratiquement 50% de son portefeuille d'actions d'Apple. Et puis aussi, on a eu quelques contre-performances de certains acteurs technologiques, parce qu'il faut savoir que les valeurs technologiques aux États-Unis sont très présentes sur les marchés financiers, notamment le S&P 500 et le Nasdaq. Et on a vu par exemple des entreprises comme Amazon, comme Intel ou encore comme Nvidia aussi, qui ont enregistré des performances assez décevantes. Et tous ces éléments-là ont amené un vent de panique où il y a eu des mouvements justement de vente massive sur les marchés, accompagnés aussi par la baisse des marchés japonais et asiatiques, notamment la bourse de Taïwan, la bourse thaïlandaise, notamment le Nikkei, qui a enregistré sa pire séance voilà, le lundi dernier, c'était cette semaine notamment, depuis 1987. Et en fait, ça montre encore une fois l'extrême vulnérabilité des investisseurs qui, dès qu'il y a la moindre rumeur qui circule, le moindre flux financier inhabituel, crée un mouvement de panique qui est suivi. Et en fait, par mimétisme, l'ensemble des acteurs se mettent soit à vendre, soit à restreindre leurs transactions. Et encore une fois, on reste suspendu à la Fed, la Réserve fédérale. Tout ça, bien évidemment, intervient dans un contexte géopolitique assez j'allais dire, terrifiant, puisqu'il y a un risque d'escalade au Proche et Moyen-Orient, vous l'avez dit. Il y a également le conflit russo-ukrainien qui s'enlise, on n'en parle pas assez, des tensions en mer de Chine, et puis aussi certaines volatilités. Et par ricochet, ça a affecté même les marchés européens, puisque la plupart des places ont reculé toute la semaine. Très bien, merci Nazim Sidi. Idil Siassi, alors la quasi-totalité des titres de Wall Street se sont effondrés lundi, les craintes liées au ralentissement de l'économie américaine s'aggravant et entraînant une nouvelle chute des marchés financiers dans le monde. Nazim Sidi, on a rappelé quelques bases. Le S&P 500 était en baisse par exemple de 3,1% en début de séance, lundi dernier donc, après avoir connu sa pire semaine également depuis plus de 3 mois. Le Dow Jones Industrial Average perdait quant à lui près de 1000 points, 996 points, soit 2,5%. Et le Nasdaq Composite reculait quant à lui de 3,8%. Alors en toile de fond, il y a ce rapport sur le chômage aux États-Unis avec à l'arrivée une mauvaise surprise. Mais est-ce uniquement au fond une histoire d'arithmétique seulement, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne sait pas? Alors, comme disait notre ami, il y a plusieurs facteurs. Si on parle de ralentissement de l'économie, il y a des indicateurs qui sont en effet le chômage, mais il y a certains, disons que pour analyser un facteur, il faut le mettre dans son contexte. Alors, chômage, c'est un résultat d'une récession. En fait, c'est pas l'inverse, c'est pas le chômage qui indique la récession. Or que nous avons les chiffres aux États-Unis et un peu ailleurs, que la dynamique économique, donc le taux de croissance est toujours élevé. Donc c'est une situation un peu contrastée entre les données de l'économie qui sont encore dynamiques et les indicateurs prévisionnels qui sont encore positifs, même si dans d'autres zones, il y a des indicateurs qui ont été revus à la baisse. Mais cela étant dit, donc selon l'observation qu'on peut faire, le taux de chômage actuel, je ne pense pas qu'il serait le résultat d'une récession. Ça veut dire que ce n'est pas une crise qui est... Certains experts avancent une baisse de la consommation. Exactement. Alors, baisse de la consommation, il y a un problème d'inflation. Bon, on peut revenir rapidement en arrière. Il faut savoir que nous sommes dans les secousses de la crise de la Covid. Il faut savoir que l'économie, donc il y a eu des mesures exceptionnelles dans le passé pour sauver
l'économie mondiale durant la crise. Donc il y a eu une injection alors artificielle de masse monétaire globale via des bons du Trésor, etc., pour donner aux corporates, pour donner aux entreprises pour pouvoir faire face à la crise. Tout cela a fait qu'il y a eu de l'inflation. Toute cette inflation a impacté le pouvoir d'achat. On s'est dit que c'est une inflation conjoncturelle, mais finalement, c'est une inflation qui s'installe. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Il faut savoir que le financement du cycle économique global, beaucoup de financement, les gens recherchent des fonds qui sont moins chers. Oui. Donc les gens se sont endettés au Japon. Parce que ce crash, entre guillemets, Oui. ce crash boursier a commencé au Japon. Et donc, ce cycle, le Japon, pourquoi? Parce qu'on prête de la monnaie pas chère, donc on s'endette au Japon et on finance ailleurs pour gagner plus. Maintenant, la Banque centrale du Japon a élevé le taux directeur et donc tout le monde s'attendait à ce que la Fed puisse, d'ici septembre, encore baisser le taux pour donner plus d'argent. Exactement. Mais bon, baisser et donner plus, ça veut dire plus d'inflation. Ce que nous allons voir très probablement, et je pense que ça s'est arrivé peut-être, je n'ai pas encore l'information, c'est qu'il va y avoir une augmentation du taux au niveau de la Fed pour s'aligner avec celui du Japon. En fait, il y a un lien. Il y a des bulles technologiques qui sont en train de se dégonfler, c'est clair. Ça influence, il y a eu des ventes. Mais je pense que la secousse, l'épicentre, c'est le Japon. Donc l'argent devient plus cher et donc les gens qui sont là pour payer après des dettes, ils ont commencé à vendre bien avant d'ailleurs les actions d'Apple. Le propriétaire a commencé depuis un moment puisqu'il avait déjà une vision sur ce qui allait se passer au Japon. Le Japon, qui est un pays qui doit maintenir un taux d'inflation au minima, lui il souffre de déflation, il souffre de l'inverse. Il maintient un minima parce qu'on va en parler peut-être rapidement après. Parce qu'il faut savoir qu'une économie, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'inflation, la dette devient chère. Exactement. Parce qu'on va payer plus cher. Donc on doit avoir un minimum d'inflation pour pouvoir supporter la dette publique. Le gouvernement japonais, il a des objectifs pour baisser la dette publique. Il veut maintenir tout ça. Donc une inflation à 2%, il doit augmenter son taux directeur. Donc il y a une corrélation. Et encore une fois, sur les marchés européens, c'est un peu différent. On va en parler peut-être tout à l'heure. Oui. Mais aux États-Unis, c'est une image contrastée. Je ne pense pas que c'est une récession qui s'installe. Très bien, merci Monsieur Sassi pour ces détails techniques. Nazim Sini, Monsieur Sassi vient de le dire, le mouvement de panique a commencé en Asie. Au Japon, vous l'avez dit, le Nikkei 225 a commencé la journée de lundi, chutant de 12,4%. Il s'agit de sa pire journée depuis le crash d'un certain lundi noir en 1987. L'on parle d'un lundi noir également sur le continent asiatique qui abrite quand même quelques-unes des plus importantes places financières de la planète. On a l'impression que ce lundi est maudit finalement pour la finance mondiale. Toutes les crises arrivent le lundi. Mais journée d'ouverture. Tout à fait, exactement. Mais en fait, clairement, vous avez raison et M. Sassi l'a parfaitement rappelé, c'est que l'épicentre vient du Japon. D'abord, il faut rappeler que le Japon, la Banque centrale japonaise, a soutenu massivement le yen, justement pour faire face au dollar. Donc il y avait un accompagnement des autorités pour maintenir le yen, mais ce qui va handicaper en fait la compétitivité des entreprises japonaises puisque leurs exportations vont être surenchéries. Et effectivement, vous l'avez dit, l'Asie abrite quand même pas mal de places financières très importantes où il y a une circulation des capitaux au niveau mondial puisqu'on vient s'endetter en Asie pour financer des projets d'investissement effectivement ailleurs, partout dans le monde. Et surtout, il faut rappeler qu'aujourd'hui, ce qui porte l'économie asiatique, c'est la Chine. Et la Chine, avec des taux de croissance entre 4 et 5%, ça reste des contre-performances. Je sais que la plupart des pays rêveraient d'avoir des taux de croissance chinois, mais pour une économie, une démographie, une structure industrielle... Rappelons que la Chine a longtemps maintenu un taux de croissance à 2 chiffres, entre 10 et 12%. Pendant 10 ans. Vous imaginez que pendant 10 années, au début des années 2000, la Chine, c'était entre 10 et 12% de croissance. Et d'ailleurs, pour absorber le chômage, pour faire avancer la machine économique chinoise, on estime, d'après les économistes, qu'il faut un taux de croissance supérieur à 8% pour un pays de la taille de la Chine. Et aujourd'hui, avec des taux de croissance entre 4 et 5, et effectivement, ils payent quelque part, même aujourd'hui, leur politique zéro Covid, qui a été maintenue pendant pratiquement 2 ans, voire 2 ans et demi. C'est très
très difficile pour eux de faire repartir la machine avec la bulle immobilière qui s'est complètement effondrée. Justement, ils sont en train de réfléchir pour baisser leurs taux également, pour relancer justement le financement des investissements. Et on voit aussi quelques signaux contradictoires, notamment sur la partie des exportations, sur la production industrielle, notamment sur certaines valeurs technologiques. On sait aussi que la Chine est frappée, par exemple, son fleuron technologique Huawei est frappé par des sanctions à travers la planète. Ce qui fait qu'ils sont un peu bridés dans certains domaines d'activité, même si on sait que c'est eux qui portent un peu l'économie asiatique. Maintenant, ce qu'il va falloir observer de très près, c'est de voir justement la réaction des marchés asiatiques par rapport aux prochaines semaines, notamment début septembre avec les indications de la Réserve fédérale américaine. Et encore une fois, qu'est-ce que ça nous montre, Khaireddine Battach? C'est que le monde entier est interconnecté. Les places financières, la mondialisation, la globalisation, le monde est devenu un village et si les États-Unis éternuent, c'est le monde entier qui tombe malade. Ajoutez à cela l'intelligence artificielle qui s'invite dans beaucoup de secteurs économiques stratégiques. L'on a les résultats que vous avez évoqués. Idil Sassi, alors si on agrège tout simplement les paramètres les uns aux autres, les inquiétudes augmentent quant au fait que la Fed pourrait avoir maintenu trop longtemps, certains experts le disent, son principal taux d'intérêt à son niveau le plus élevé depuis 2 décennies, augmente ainsi les risques de récession dans la plus grande économie du monde. Risque que nous avons d'ailleurs évoqué ici, même sur le plateau des pros de l'écho. Est-ce que la Fed, selon vous, a joué avec le feu en quelque sorte ? Il y a eu des crises et chacune a donné certainement des leçons. Après, suite à cela, il y a eu des accords qui ont été signés. Il y a eu plusieurs accords, notamment pour le Japon, pour le maintien de la valeur du yen par rapport au dollar, même si c'était contre-productif à certaines situations sur l'économie du Japon. Mais ce sont des accords d'équilibrage et à chaque fois, il y a des effets pour régler une situation, mais il y a certainement des contre-effets. Au fait, réduire le taux, c'est encourager l'investissement, c'est injecter plus d'argent. Mais en même temps, en faisant ça, il y a l'inflation. L'inflation, ça impacte le pouvoir d'achat et ça crée d'autres problèmes au niveau de l'économie. Donc, on augmente. Et il est très difficile de jouer entre les uns et les autres. Les exemples qu'on peut voir, en tout cas depuis la Covid, il y a eu une reprise historique. En 6 mois, les stock exchange, tout ça, ça a repris très vite. C'est historique, c'était pas possible sans une intervention exceptionnelle. Donc, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Quelles ont été ces solutions? Les solutions, c'était... La planche à billets, notamment Alors, il y a eu la planche à billets. Pour relancer la consommation. Exactement. Alors, planche à billets. Alors, relancer la consommation pour des économies matures, comme le Japon et les États-Unis, ça fait partie des solutions. Mais pour d'autres économies qui ne sont pas encore matures, ce n'est pas forcément une bonne solution parce que ça renforce encore la dette, le cycle etc. vicieux de la dette et de l'inflation. Donc, il y a eu création des bons de trésor qui ont été donnés pour l'investissement. Il y a eu des situations où on a donné, il y a eu des riches qui sont devenus plus riches, les pauvres se sont plus appauvris à cause de tous ces mécanismes. Ce que je vois, moi, en tout cas, c'est que, encore une fois, le chômage, c'est une résultante d'une crise. Donc, les taux de chômage actuels, je ne pense pas qu'ils sont structurels. Ça veut dire qu'il y a la croissance qui vient. On a cette bulle qui a bougé. On a un flux. Le Japon, il est obligé de donner de l'argent pas cher pour maintenir une inflation, parce que lui, il souffre de l'inverse. Son économie, la déflation. Exactement. Il a toujours souffert de ça, à cause du comportement au fait, des consommateurs chez lui, principalement. Ce n'est pas à cause peut-être de la démographie également au Japon Il y a des problèmes démographiques aussi en Chine. Les problèmes démographiques commencent à apparaître. En tout cas, ce qui va arriver en ce moment, et on va observer la réaction des régulateurs, parce que le Covid est venu, il y a eu des banques qui ont été sauvées. On va voir très certainement soit la consolidation de certaines banques, ça veut dire on préfère avoir face à une grande banque que des petites banques en cas de crash. Donc il va y avoir de la consolidation, de la fusion et probablement on va voir quelques faillites bancaires. C'est une probabilité, notamment en Europe.
La situation de la Chine, elle est un peu différente puisque la crise de l'immobilier en Chine et les petites banques régionales et tout ce qui se passe là-bas et l'investissement qui a été un petit peu improductif dans certains secteurs. Donc, c'est un peu particulier comme cas. Ça veut dire ce sont des banques régionales qui ne sont pas forcément intégrées à l'économie mondiale, mais la réaction à l'intérieur, le phénomène psychologique, oui, la panique, la récession, les problèmes qui vont se dérouler en Chine vont influencer très certainement le reste des marchés financiers et de l'économie mondiale. Vous parlez des banques, perche tendue donc à Nazim Sidi. Selon le Wall Street Journal, les banques sont beaucoup moins endettées qu'avant et le système est moins exposé à une crise de liquidité car les prêteurs privés tout simplement assument désormais une grande partie des risques qui reposaient auparavant sur les banques, ce qui minimise peut-être d'une manière systématique le risque d'une nouvelle crise financière majeure, mais à force de subir de mini-chocs quasi réguliers désormais, est-ce que le système va tenir, tout simplement? C'est la grande question, effectivement. Et vous faites bien de parler des banques parce qu'elles sont au centre de l'ensemble de cette tempête financière. C'est les premiers concernés. Et surtout, vous savez, il y a eu, depuis la crise des subprimes en 2008, on a renforcé les normes prudentielles des banques, notamment avec BAL 3 en Europe, oui, et même également aux États-Unis, où la SEC ainsi que la Réserve fédérale ont obligé les banques américaines justement à renforcer et à leur résilience. Voilà, leur résilience et puis leur capitaux propres. Exactement. Maintenant, il faut savoir quel est leur degré d'exposition. C'est surtout ça. Aujourd'hui, c'est de voir. Toutes les banques ne seront pas logées à la même enseigne et mon camarade Didier l'a dit. C'est-à-dire que celles qui sont intégrées, qui sont exposées aux marchés financiers internationaux, elles courent un risque justement d'une faillite quasi systémique. Pour les autres, celles qui ont un portefeuille qui est plutôt bien géré, qui ont un ancrage régional, voire national, vont plutôt, je pense, bien encaisser le choc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, vous savez, et ça revient encore une fois à ce qu'on disait depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que ce qui fait les crises et ce qui défait les crises, ce sont les comportements psychologiques. Pour vous faire un parallèle, vous savez, dans un incendie, les plus grandes victimes, ce n'est pas celles qui meurent par le feu, c'est les bousculades, c'est le comportement des individus. Et ce qu'on est en train d'observer sur les marchés, c'est justement des comportements de vente massive sur les titres, d'achat massif. En fait, on a des signaux complètement contradictoires qui brouillent la visibilité des investisseurs et ce qui renforce justement encore plus cette vulnérabilité et cette incertitude qui pèse sur les marchés. Les banques vont se retrouver évidemment comme un acteur majeur. Soit elles vont devoir justement soutenir l'économie par de l'accompagnement au crédit, mais à condition qu'elles puissent elles-mêmes s'endetter à des taux raisonnables, soit au contraire elles vont resserrer justement les crédits, et dans ce cas-là, c'est une perte de chiffre d'affaires pour elles, parce qu'aujourd'hui, on sait que les dépôts, c'est pas avec ça qu'elles gagnent de l'argent, c'est plutôt avec les emprunts qu'elles octroient aux particuliers, mais aussi aux entreprises. La question qu'il va falloir se poser, c'est justement quels vont être leurs comportements, leurs agissements, comment elles vont réagir, et surtout, elles sont toutes suspendues, et je vous le dis, c'est unanime, aux décisions de la Fed, par ricochet à la Banque Centrale Européenne, la BCE, oui, et également à la Banque Centrale d'Angleterre, puisque ce sont les 3-4, on va dire, banques centrales au monde qui pilotent un peu les taux directeurs à travers le monde. Très bien. Les pros de l'écho sont de retour après une courte pause. Restez avec nous. De retour sur le plateau des pros de l'écho, madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Merci d'être sur Al24 News. Nous parlons de crise économique, financière, une nouvelle fois sur le plateau des pros de l'écho avec mes deux invités ce soir, Idi El-Sassi et Nazim Sidi. Idi El-Sassi, nous parlions de comportement, de psychologie de la finance et de l'économie, et notamment chez les acteurs et les protagonistes au sein de ces places financières qui justement subissent les contre-coups de petites ou grosses secousses ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Est-ce que tout simplement les acteurs économiques et financiers doivent apprendre à évoluer dans un environnement constamment instable, et est-ce qu'au fond c'est possible? Alors, il faut, depuis les années, au moins depuis les années 50, il y a des crises cycliques.
Si on parle aujourd'hui, par exemple, de l'épicentre qui est le Japon a subi plusieurs crises. Donc il y a eu les chocs pétroliers, il y a eu la récession, il y a eu l'inflation, il y a eu le changement de nature, de la maturité de l'économie, parce que le Japon exportait des voitures aux États-Unis dans les années 80, mais maintenant 75% de son économie, c'est le service. Après, on part vers d'autres types d'économies. Donc nous sommes dans une zone, dans une période de transformation, de switch, entre une façon de faire et une autre. La Chine elle-même souffre démographiquement de vieillissement de la population. Il y a des secteurs qui profitent de ça, parce que dans tout ça, il y a les risques et les opportunités dans toutes les situations. Donc vieillissement, ça veut dire que les services, la robotique, tout ça, c'est un secteur qui prend de l'ampleur, oui. Mais d'autres secteurs en souffrent en même temps. Donc il y a une adaptation à l'économie de marché. Maintenant, il y a une philosophie derrière, on va dire, depuis Roosevelt, qui a décidé d'intervenir dans l'économie redressée, puisqu'il y a eu le crash des années 20 et 30, puis 30 qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale quelque part. C'est parmi les facteurs qui ont conduit à la guerre. Donc toute cette... est-ce qu'on intervient ou pas? Nous sommes dans une phase d'interventionnisme quelque part, depuis la Covid en tout cas. Il y a ces mécanismes de régulation avec les taux. Encore une fois, je pense que la Fed va s'aligner avec la Banque centrale du Japon et qu'elle va augmenter le taux. Alors que tout le monde s'attend à une baisse des taux. C'est mon propre avis, on verra bien. Et donc, il faut qu'il y ait un alignement parce que, pour permettre à ceux qui se sont endettés de se rattraper, en fait. Ça nous donne une occasion de revenir sur le plateau des Prodéco pour en parler. Exactement. Donc, on fait des études, on fait de l'anticipation, des changements et de la transformation. Après, ça reste une façon dangereuse, en tout cas, de l'économie. Il y a les phénomènes géopolitiques. J'ai observé certains chiffres dernièrement pour dire qu'il y a le comportement aussi, puis il y a la conjoncture dans laquelle nous sommes. Oui. Et j'ai vu que l'industrie de l'armement, elle se porte très bien. Donc, si on voit les chiffres de Lockheed, par exemple, ils sont à 24-25%. Par rapport aux autres sociétés, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'esprit des investisseurs, vu le contexte politique des élections aux États-Unis, des déclarations et des crises. Donc, d'ici la fin de l'année, il y a un risque majeur peut-être, d'où peut-être un mouvement de panique. Un mouvement de panique et une situation géopolitique qui intervient généralement au niveau ou sur les cours du pétrole qu'on surveille de près, de très près, en cas de bouleversement géopolitique comme ceux auxquels on assiste actuellement. Et justement, pour en parler, nous recevons Barded Mendouche, qui est expert international en énergie. Monsieur Mendouche, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, je suis avec vous. Bonsoir, monsieur Mendouche. Alors, depuis quelques semaines, l'on assiste, comme vous le savez, à des bouleversements dans la région du Moyen-Orient, mais ce que l'on observe, que ces bouleversements n'agissent pas de manière, entre guillemets, bizarre sur les cours du pétrole qui stagnent plus ou moins entre les 75 et les 78 $. Comment analysez-vous cette situation? Parfait. Il faut savoir que les prix du baril de pétrole, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire des causes structurelles, qui sont l'offre, la demande, la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies et l'état des stocks, principalement les stocks commerciaux de pétrole, principalement aux États-Unis. Donc lorsqu'il y a des variations dans l'un de ces paramètres, par exemple l'offre est plus importante que la demande, automatiquement le prix du baril diminue. Lorsque la valeur du dollar augmente, il y a automatiquement aussi une diminution. Oui. Lorsque les stocks diminuent, stocks commerciaux au niveau des États-Unis diminuent, la demande est plus importante, donc les prix augmentent. Et il y a les événements qu'on appelle conjoncturels qui sont dus à des accidents par-ci, par-là dans les installations pétrolières qui sont dus à des crises, notamment géopolitiques, telles que ça se passe actuellement, des tensions au niveau du Moyen-Orient, le Liban, Gaza, l'Iran, etc., qui font craindre des incertitudes sur l'offre et donc automatiquement il y a une envolée des prix du baril. Ce qu'on a constaté sur le premier semestre de 2024, c'est malheureusement une tendance baissière. Ça a été autour de 75 $.
Ceci est dû principalement à une diminution de l'offre de la Chine de 320 000 barils par jour, laquelle baisse de la demande est due à une baisse du taux de croissance au niveau de l'économie chinoise, d'une part. D'autre part, au niveau d'indicateurs peu réduisants au niveau des États-Unis, en matière de taux de croissance, mais également au niveau de l'arrêt du plus grand champ libyen, Chachara, qui produit 300 000 barils par jour, qui est l'équivalent de ce que produit notre champ de Hassiberkin au sud, et donc qui a fait aussi une offre qui a diminué, lequel incident au niveau du champ libyen qui est récente, ont donné une légère tendance à la hausse, d'où nous assistons à $3 de plus à partir d'il y a une semaine. Oui. Actuellement, il est de 78 $. 78. Et ça devrait aller, selon les prévisions de l'OPEP, vers la hausse, puisque la demande telle qu'exprimée par les experts de l'OPEP sur l'année 2024, elle est mondialement, elle est autour de 104 milliards de barils par jour. En 2023, il était de 102 et en 2025, de 106. Donc la demande, telle que prévue par les analyses de l'OPEP, elle est une demande en tendance haussière. Ça devrait aller vers une augmentation des prix. Donc il y a des indicateurs également récents au niveau des États-Unis qui font que l'économie, essentiellement dans le secteur des services, reprend. Donc cela veut dire qu'il y a une demande additive qui s'est exprimée. Mais durant ce que j'ai constaté durant cette année, c'est que contrairement aux années précédentes, la période de l'été qui était considérée comme étant une période de forte demande sur le pétrole, parce que 70% du pétrole va dans la production de carburant, et la période de l'été, habituellement, c'est une période où il y a une mobilité importante, donc les vacances, les avions, les bus, les cargos, les plaisantiers, etc. Malheureusement, ça ne s'est pas traduit par une augmentation substantielle et remarquable du prix du baril. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'ici à la fin de l'année selon les prévisions de l'OPEP? Le baril tendrait vers autour de 80 à 82 $ le baril. Maintenant, il reste toujours les incertitudes conjoncturelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans cette région du Moyen-Orient, compte tenu que l'Iran est un grand producteur de pétrole, et donc dans le cas où il y aurait une crise, automatiquement la demande serait plus importante et l'offre demeurerait au niveau actuel, ne pourrait pas augmenter, compte tenu que la récente réunion ministérielle du comité de suivi de l'OPEP a décidé de maintenir jusqu'à fin septembre les réductions sur la production des membres, plus les réductions volontaires. Donc au-delà de septembre, il y aura d'autres réunions qui vont analyser le marché et qui vont décider s'il y aura une continuité au niveau des coûts de production ou alors s'il y aura une production additive au niveau des membres de l'OPEC, sachant que les membres de l'OPEC représentent à peu près 40% de la production mondiale de pétrole. Très bien, merci Barded Mendouche pour ces éclairages. Restez avec nous. Nous allons tenter de revenir vers vous une dernière fois avant de clore cette émission. Nazim Sini, d'abord un mot sur le comportement du marché de l'énergie, notamment le pétrole, depuis quelques mois. L'on a l'impression que les marchés se sont adaptés à ces situations cycliques, chrysogènes, si je puis dire, notamment dans la région du Moyen-Orient, alors qu'on... Souvenez-vous, auparavant, on assistait à un baril qui atteignait les 140 $ à la suite d'une simple déclaration sur un mouvement de troupes ou quelque chose dans ce genre. Non, mais vous l'avez parfaitement résumé, c'est qu'en fait aujourd'hui, les marchés énergétiques ont réussi à s'adapter, à s'acclimater à des chocs géopolitiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à une décorrélation
des chocs exogènes et des prix, des cours sur les marchés mondiaux. Et ça, c'est une formidable capacité d'adaptation justement des acteurs du marché, notamment le pétrole et le gaz. Mais encore une fois, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit notre camarade à l'instant, où notamment aujourd'hui les prix plafonnent parce qu'il y a des incertitudes économiques. Je veux dire qu'en l'absence de croissance soutenue, sachant que l'industrie du monde entier aujourd'hui est à 80% carbonée, donc a besoin du pétrole et du gaz, si cette industrie ralentit ou stagne, donc on va avoir des besoins en hydrocarbures moins importants. Et forcément, vous allez avoir une demande qui baisse, une offre qui est obligée de s'adapter et des prix qui vont être impactés, forcément. Donc, mais ce qui est intéressant de voir, c'est justement, on n'est pas à l'abri, vous savez, d'une escalade au Moyen-Orient. Et là, on peut avoir effectivement, si l'Iran rentre en conflit avec l'entité sioniste, si on voit que le Liban est impacté, la Jordanie et l'Égypte, là je peux vous assurer qu'il va y avoir justement une réaction des marchés énergétiques et on n'est pas à l'abri d'un baril à 100 ou 110 dollars. Encore une fois, il va falloir être très prudent parce que personne ne peut prédire vraiment l'avenir des marchés énergétiques. Encore une fois, c'est étroitement lié à la croissance et aux prévisions économiques pour la fin d'année, mais je pense que la plupart des économistes et des analystes penchent pour un consensus aux alentours de 80-85 dollars. Très bien. Berdad Mendouche, une toute dernière question avant de vous laisser. Alors, le ministre de l'Énergie algérien, Mohamed Arqabete, est aujourd'hui au Niger, où il a tenu une réunion justement bilatérale avec son homologue nigérien et également des cadres justement de la société Sipex autour de la reprise des activités de la Sonatrach donc au Niger et également sur peut-être une avancée à voir rapidement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, concernant le fameux projet du gazoduc TSGP. Oui, en fait, cette visite s'inscrit dans le cadre de reprise des activités de Sonatrach au niveau du Niger. Donc, il faut savoir que Sonatrach, à travers sa filiale Sipex, qui est la filiale qui s'occupe d'exploration et production à l'international et qui est chargée de concrétiser la stratégie de Sonatrach à l'international, est déjà présente au niveau du Niger. C'est une filiale de Sonatrach qui avait fait dans les années 2010-2011 exploration au niveau d'un bloc qui s'appelle Tafrara. Et 2015, la Sonatrach a conclu un contrat partage de production avec la société pétrolière et gazière du Niger. 2018, il y a eu un premier forage qui a donné du pétrole avec une présence de paraffine. La paraffine est un produit dérivé du pétrole qui est très cher sur le marché international, notamment qui est utilisé dans l'industrie pétrochimique. En 2019, il y a eu un deuxième forage qui a donné également du pétrole lourd. Et donc là, ce pétrole lourd, le type de contrat, c'est partage de production, c'est-à-dire la Sonatrach prendra sa part telle que définie dans le contrat. D'une part. D'autre part, au niveau de ce bloc, il y a des possibilités de découverte de gaz. Et dans le cas où ce sera positif, à ce moment-là, le Niger deviendrait également un producteur de gaz et pourrait acheminer ce gaz-là vis-à-vis, à travers plutôt le gazoduc du Trans-Sahara Pipeline, le TSGP, qui vient du Nigeria, qui relie l'Algérie pour aller vers l'Europe et qui traversera le Niger. Ceci d'une part. D'autre part, le Niger profite depuis un certain nombre d'années. Avec cette reprise, il va encore rattraper le retard de l'expertise de Sonatrach en matière de services pétroliers, le forage, puisque dans ce contrat, Sonatrach est opérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Sonatrach qui mène les opérations techniques, à savoir exploration, test de puits, login, forage, etc. Et parallèlement, il devrait aussi profiter de la formation à travers la filiale de l'IAP qui est à Boumerdès de Sonatrach, qui recycle un certain nombre de cadres dans les nouvelles technologies pétrolières et gazières. Voilà en gros cette visite dans quel cadre elle s'inscrit. Et je dirais au passage que la Sonatrach, à travers sa filiale Sipex, elle est également présente en Tunisie, elle est au Mali, elle a engagé des pourparlers avec le Mozambique, elle est au Pérou, et la participation de Sonatrach au Pérou procure à Sonatrach entre 200 et 250 millions de dollars par an de bénéfices. Merci Berdad Mendouche pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous
depuis Hammamat en Tunisie. Vous êtes expert international en énergie. Avant de rendre l'antenne, Sassi Idil, une dernière question concernant cette nouvelle peut-être approche de l'économie mondiale. Est-ce qu'elle est en train de changer de base au milieu de ces bouleversements géopolitiques qui tendent peu à peu à s'enraciner dans la pratique des relations internationales? Est-ce qu'il va bientôt falloir revoir l'épistémologie même des sciences économiques et comment les enseigner? Rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes dans une phase de transition sur tous les plans. Donc il y a les économies qui étaient des économies industrielles qui deviennent de services, la Chine qui se transforme, beaucoup de choses changent. Les économies matures, c'est la stagnation, donc elles cherchent de nouveaux domaines. Les domaines technologiques, on cherche plus. Je pense que l'adaptation aux crises, au moins depuis les chocs pétroliers, les cas du Japon et d'autres pays se sont de mieux en mieux adaptés. Je vois aussi l'émergence d'acteurs neutres, comme l'Inde, qui deviennent des hubs, donc qui achètent auprès de tout le monde et qui vendent à tout le monde. Oui. Donc tout cela va atténuer les chocs futurs, même si, comme notre ami l'a précisé, il y a un risque d'escalade au Moyen-Orient qui se profile. Mais les crises, en tout cas liées à l'énergie dans le futur, je pense qu'elles seront de moins en moins impactantes. Merci infiniment à vous, messieurs. Nazim Sini. Je rappelle, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. À Marseille, bien entendu. Idil Sassi, expert international en économie et en finance, était également avec nous ce soir. Berdad Mendouche, expert international en énergie. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.